Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation des beaux livres de cette fin d'année 2022. Pendant l'heure qui vient, on va vous présenter ici 14 ouvrages de différents éditeurs spécialistes dans divers domaines, l'histoire, le voyage, l'aventure, l'art sous presque toutes ses formes et puis bien évidemment la vie pratique. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et nous tenterons d'y répondre avec nos invités en direct. Nos invités que voici tout d'abord Antoine Grund, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des éditions du patrimoine. Vous nous présenterez 4 ouvrages, dont une surprise qui sort un peu du cadre habituel. J'en dis pas plus, on verra ça en fin d'émission. À côté de vous, Emmanuel Levallois, bonjour, directeur des éditions du Chêne, avec qui on va voyager bien au-delà de notre terre à travers 3 ouvrages. Il sera question de cinéma avec vous, Laurence Doumic-Roux et Camille Paulas, responsable auteur, femme de lettres et de cinéma, et votre responsable des éditions Capricci. On évoquera évidemment l'ouvrage que vous nous présentez sur le cinéma. Mais d'abord, on va commencer avec vous, Ariane Laine Forest. Vous êtes la directrice des éditions Hachette, Heroes et EPA. Juste EPA. Juste EPA, ok. Et bienvenue à vous. Merci. J'espère que ça va bien. On commence tout de suite avec vous, avec un ouvrage Somme incroyable de Christian Jacques. Ça s'appelle L'Égypte pharaonique, un royaume de lumière. C'est à paraître le 19 octobre. C'est en coédition, je crois, avec les éditions XO. Exactement. C'est ça. Et Christian Jacques qui sort en parallèle chez XO son roman. Là, c'est une encyclopédie illustrée du travail incroyable des 50 dernières années de Christian Jacques, c'est ça? Exactement. Alors en fait, donc, Christian Jacques, il est ultra connu du grand public comme des experts, parce que donc, tous ces romans qui sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde sont sur fond d'Égypte ancienne. Et donc, il partage avec nous ses 50 années de recherche, 12 ans d'écriture, des milliers de pages manuscrites, pour en fait 3 volumes. Donc ce sera vraiment l'histoire ultime de l'Égypte ancienne. Et ce premier volume, donc, comme vous le disiez, va paraître là, le 19 octobre, avec donc à peu près en même temps que son nouveau roman aux éditions XO. Donc on est vraiment ravis parce que ça va être son premier grand ouvrage illustré. Donc on est ravis qu'il le fasse avec nous en partenariat avec les éditions XO. Et donc dans ce premier volume, on va revenir vraiment sur la naissance de la civilisation égyptienne, donc de ses divinités, les pharaons. Donc on va voir vraiment les valeurs intangibles de l'Égypte antique, les rites initiatiques qui expliquent notamment pourquoi, par exemple, c'est une civilisation qui n'a jamais connu de guerre de religion. Donc c'est quand même assez étonnant, donc c'est très intéressant vraiment de revenir là-dessus. Voilà, donc ensuite ça va être illustré de plein de documents qui ont été sélectionnés par Christian Jacques lui-même. Donc ça fait vraiment un très très beau livre richement illustré qui va être justement le parfait cadeau pour tous les lecteurs de Christian Jacques, mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par l'Égypte antique. Donc c'est le début d'une trilogie, c'est ça? Et c'est l'envers du décor du travail Exactement. De Christian Jacques. Voilà, et donc on aura ensuite les volumes 2 et 3 qui paraîtront ensuite les années suivantes. Je rappelle du coup par ailleurs le nouveau roman de Christian Jacques, c'est La mission secrète de Sinoué l'Égyptien. Et donc là, ce que vous présentez, cette encyclopédie, c'est l'Égypte pharaonique, un royaume de lumière. Exactement. Voilà, à paraître le 19 octobre. On part à l'aventure après l'Égypte, on part à l'aventure avec Horizon extrême de Lourilag. C'est paru déjà le 7 septembre. Exactement. Il y a la préface de Mike Horn qui a déjà signé des succès dans cette collection. Et là, votre objectif, c'était de trouver de nouveaux aventuriers. Et Lourilag, il a un vrai talent non seulement d'aventurier, mais je crois d'écrivain. Alors, exactement, donc Lourilag, Horizon extrême, je vous montre parce que comme ça on voit bien le visage de Louri.
Et donc, voilà, Mike Horn a signé sa préface, comme vous le disiez, et il note très justement que, en fait, il n'y a d'impossible que ce qui n'a jamais été tenté. Voilà, c'est tout un programme, n'est-ce pas? Et il nous dit en fait que Loury lui rappelle vraiment, en fait, lui, sa soif d'aventure et de liberté qui l'ont animé pendant 30 ans. Et il qualifie aussi Loury de véritable couteau suisse de l'aventure. Parce qu'en fait, Loury, c'est un des seuls aventuriers au monde à pouvoir survivre dans 6 biotopes. Donc, il va nous amener dans toutes ses plus belles aventures au travers de 6 chapitres. Donc, le premier, c'est sa traversée de Vatnajökull, pardon pour la prononciation, en Islande, en solitaire et en moins de 14 jours. Donc, il bat le record du monde. Ensuite, on part 21 jours de survie dans le bush sud-africain. Donc là, il va survivre tout nu, avec pour seul outil une hache indienne. Ensuite, on va traverser le désert blanc du Québec, traverser l'Atlantique à la voile, traverser 250 km du Sahara pieds nus. Petit challenge. Ouais. Et ensuite, il part en stage commando en forêt d'Amazonie avec l'armée. Donc voilà, donc vraiment, il nous fait voyager et à chaque fois, il nous fait partager aussi ses peurs, son émerveillement, et puis il nous donne quelques conseils. Donc vraiment, on voyage et il nous transporte. Il est très humble, très humain. Et c'est ça, on a vraiment l'impression de partir à l'aventure avec lui, tout simplement, à travers tout ce monde-là. Il est très engagé sur l'environnement, Loury Lage. Exactement. En fait, pour lui, donc, au fur et à mesure de ses aventures et de ses expéditions, il s'est vraiment sensibilisé à la question vraiment de l'environnement. Et par exemple, donc, dans la traversée de Vatnajökull, en 14 jours, il en a profité pour ramasser tous les déchets qu'il retrouvait avec lui. Et donc voilà, donc il y a aussi une volonté de sensibilisation à la préservation de la planète. Loury Lage, Horizon Extrême, donc c'est déjà paru le 7 septembre. On reste dans la collection des aventuriers avec l'école des explorateurs, c'est d'Alban Michon. Vous l'avez ici exactement. C'est à paraître dans 2 jours, mercredi le 12 octobre. Alors, Alban Michon, c'est un plongeur des extrêmes. Hein. On a tous aperçu évidemment ses photos avec sa barbe givrée complète. Alors là, la préface, elle est signée de son ami Denis Brognard, aussi un aventurier des studios télé. Exactement. Donc là, on est vraiment sur une proposition qui est complètement différente parce que Alban Michon est persuadé que sommeille en chacun de nous un aventurier et que nous avons tous les capacités de devenir explorateurs. Et donc, Denis Brognard, comme vous le disiez, souligne vraiment que en fait, les explorateurs actuels sont nos héros modernes parce qu'ils nous fascinent, ils nous questionnent aussi sur l'avenir et ils nous permettent de voyager par procuration. Et lui, Alban, se dit que vraiment, on peut tous le faire. Donc, au fur et à mesure de ces chapitres, il va nous expliquer vraiment comment mener sa propre expédition, de la conception à l'exécution, puis au partage, en fait, de son aventure. Et pour chaque chapitre, il prend un cas pratique d'une personne ordinaire, ou presque, en nous expliquant voilà, les difficultés qu'elles ont rencontrées et comment lui les a conseillées. Donc, on va partir, par exemple, avec Chloé, qui, elle, voulait sillonner les routes de France à la rencontre des personnes en position d'isolement. Et qui a rencontré un peu des difficultés au début pour monter son projet. Donc, il va l'aider à budgéter et à structurer son projet. Donc, voilà, donc il y a des conseils quand même très pratico-pratiques. Et à la fois, ça nous inspire aussi. Ensuite, on va partir avec Louis et Douglas qui ont décidé de partir et de traverser la Méditerranée en kayak. Et donc, lui, il va les aider dans leur élan de sensibilisation à la vie marine et aussi à la collecte de données scientifiques. Et en fait, c'est ça aussi pour lui, il y a une vraie différence entre un explorateur et un aventurier. L'explorateur part en quête d'enrichir les connaissances de tous, et l'aventurier, lui, part plutôt en quête d'exploits sportifs. Donc il y a quand même un peu de sport, hein, parce que traverser la Méditerranée en kayak, il faut quand même être un petit peu sportif. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect d'enrichir les connaissances de tous. Donc on part vraiment, à la fin de l'ouvrage, on est vraiment très inspiré, et on se dit qu'on peut aussi, nous-mêmes, trouver et monter une expédition pour quelque chose qui nous tient à cœur.
Très bel ouvrage, l'école des explorateurs d'Alban Michon. Et donc ça paraît le 12 octobre. C'est ça. Mercredi. On change de registre maintenant, on passe à la musique avec Prince, la totale. C'est de Benoît Clair, c'est à paraître le 2 novembre. Et là, c'est une véritable encyclopédie qui poursuit une collection, je crois déjà vendue à plus de 800 000 exemplaires, c'est ça, à travers le monde. Vous avez fait les Rolling Stones. Ouais. Voilà, là c'est Prince et c'est 684 enregistrements studio qui sont passés au crible. Exactement. Donc en fait, voilà, on est un éditeur de musique et notre collection, voilà, notre collection principale, c'est la totale. Voilà, il est un peu lourd, mais je vais y arriver, ça me fait un peu d'exercice. Donc voilà, donc c'est la totale. Et en fait, la différence de cette collection et pourquoi elle rencontre autant de succès partout dans le monde, c'est que c'est la seule collection au monde, en fait, à analyser chaque chanson d'un artiste donné, non seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue technique de l'enregistrement et de la musique. Donc on est vraiment connu même par des professionnels de la musique qui sont venus vers nous pour nous remercier parce que on était les seuls à faire ça et qui trouvaient vraiment la qualité de l'analyse vraiment super. Donc là, cette fois, on s'attaque à Prince, qui est un artiste hors norme et phénoménal, un immense musicien. Donc on va commencer, donc 684 chansons studio, donc c'est énorme, un travail d'analyse énorme et gigantesque. On commence avec ses premiers albums avec la Warner Bros, où le Kid de Minneapolis a déjà une discographie vraiment spectaculaire, foisonnante et ultra variée. Il traverse ensuite les années 80 avec des tubes planétaires comme Purple Rain ou Kiss. Il vend des centaines, je m'emballe, 100 millions d'albums. Et il traverse en fait même les époques puisqu'il arrive à chaque fois à se renouveler pour chaque album avec des nouvelles directions artistiques qui continuent de surprendre. Et donc, en fait, il déjoue à chaque fois les pronostics de ceux qui le pensent fini. Et surtout, c'est pas terminé, c'est pas fini. Exactement, puisque donc l'artiste qui est décédé de façon inattendue en 2016 a encore plein de chansons et d'albums qui sont dans The Vault. Donc c'est son coffre-fort à Paisley Park. Et The Prince Estate continue de faire sortir des albums complètement inédits. Donc il continue vraiment de vivre. Et c'est un événement à chaque fois. Et il a surtout une fanbase qui est ultra active et hyper engagée. Et donc qui continue vraiment de... D'ailleurs, c'est le club de la fanbase en France, c'est ça qui a choisi... Qui a choisi la couverture et la photographie de couverture qui est vraiment iconique de Prince. Donc Prince, les yeux fermés, parce qu'il a toujours fait, à travers les années, des séances photos où il était les yeux fermés. Donc c'est vraiment iconique de Prince. Donc on est très très content avec ce livre. Prince, la totale de Benoît Clair, c'est à paraître le 2 novembre. Après la musique, on revient vers le livre, le monde du livre, les plus belles bibliothèques du monde. C'est un ouvrage collectif paru déjà le 14 septembre. Et alors après, les plus belles librairies que vous aviez déjà éditées, voilà donc les plus belles bibliothèques, je crois qu'il y en a 2 françaises. Exactement. Donc on s'était dit, après les plus belles librairies, on était un peu obligé de s'attaquer aux bibliothèques, qui sont des véritables temples de la lecture. Donc là, on fait un véritable tour du monde. On va de l'Australie à la Suède, en passant par l'Égypte, l'Inde, la Colombie. On voit toutes les bibliothèques, les plus anciennes et grandioses, les plus modernes et modestes. Et donc, c'est 54 bibliothèques en tout, donc 2 françaises. Donc, c'est la bibliothèque de l'Institut national de l'art moderne, donc avec sa salle Labrouste, qui est un véritable modèle pour plein de bibliothèques autour du monde, et la bibliothèque du Sénat, avec donc ces fresques au plafond qui sont signées Eugène Delacroix. Donc ça, c'est pour l'aspect français. Et voilà, on pense que c'est un livre qui peut vraiment plaire. Donc j'essaie de montrer déjà rien que cette première photographie qui est assez fascinante. Et voilà, donc tout le livre a beaucoup de superbes photographies qui montrent vraiment les audaces architecturales, puisqu'on a des palais rococo, baroques, mais aussi des micro-bibliothèques en plastique recyclé et plein d'autres petites pépites complètement inattendues. Mais on discute aussi de la place primordiale des bibliothèques dans la société,
parce que voilà, c'est un pilier de notre société démocratique, puisque cela permet le partage et l'accès à la culture au plus grand nombre. Et ça permet aussi le partage des idées et la rencontre, en chuchotant bien évidemment. Hein. Voilà, donc on est très très content de ce livre. Le monde à l'entrée dans toutes les bibliothèques du monde, un bel ouvrage paru déjà le 14 septembre. Et le dernier ouvrage que vous nous présentez, Ariane, eh ben, c'est Élisabeth II, Les chapeaux de la couronne, par Thomas Pernet, avec des illustrations de Jason Reich. C'est paru le 21 septembre de l'année dernière. Et donc, vous le rééditez, évidemment, à peine un mois après la mort d'Élisabeth II. On peut voir toutes ces coiffes, c'est rigolo, mais un travail extraordinaire de Thomas Pernet. Exactement. Donc les chapeaux de la couronne, voilà, ils sont complètement emblématiques de son règne. Donc on s'était dit qu'ils méritaient bien à eux seuls un livre. Donc voilà, donc on l'a fait avec l'aide de Thomas Pernet. Voilà, Élisabeth, c'est 70 ans de règne, 95 ans, un peu plus de vie publique. Et donc elle a vraiment marqué l'histoire, et notamment sa silhouette, dont les chapeaux font partie intégrante. Et du coup, plus que des accessoires de mode ou une qualité esthétique, ils sont devenus un véritable élément du soft power britannique. On se rappelle notamment donc, du chapeau bleu qu'elle avait porté au moment du vote du Brexit, avec des petites fleurs jaunes. Voilà, donc on commence avec une première photo d'Élisabeth, la petite Élisabeth en 1933, en calèche aux côtés de son grand-père, le roi George V. Elle porte un petit chapeau rond, rose et ourlé de fleurs. Ensuite, fast forward à 2020, où elle retrouve son peuple après un long confinement, là encore coiffée d'un chapeau rose et fleuri. Donc près d'un siècle se sont passés entre les deux photos, un siècle d'histoire, de diplomatie, et on va nous les examiner au travers des pages, à travers l'histoire un peu méconnue de ces chapeaux. Donc voilà, donc comme vous le disiez, c'est Thomas Pernet qui est un auteur vraiment expert de la royauté, notamment britannique. On l'aura vu beaucoup sur les plateaux télévision ces derniers temps. Et aussi Jason Reich, qui lui donc, est basé à Brooklyn et qui est un superbe illustrateur, qui nous fait des superbes illustrations de mode. Il a été formé entre Séoul et New York. Et enfin, on a un avant-propos quand même de Alastair Bruce, qui est un spécialiste des questions royales pour Sky News et avant ça la BBC. Il est aussi le conseiller historique de la série télé Downton Abbey, donc quand même, voilà. Et il est le seul à avoir interviewé à la télévision la reine Elisabeth en 2017. Donc vraiment plein d'experts, mais pour une rétrospective un peu originale du règne d'Elisabeth. Très bien. Merci beaucoup, Ariane Laine-Forest, d'avoir présenté ces magnifiques livres. Merci. Des joyaux de la couronne, on passe aux joyaux du cinéma avec vous deux. D'abord Camille Paulas, directeur des éditions Capricci. Vous êtes accompagné de Laurence Doumicrou et vous êtes venu présenter cet ouvrage dont vous avez écrit les textes sur les photos de votre père Philippe. Cet ouvrage, c'est L'œil du cinéma, sorti le 6 octobre. Absolument. Bonjour. Voilà, je le montre là pour qu'on voit bien la taille du livre. Capricci est plutôt une maison, c'est un label cinéphile indépendant. On fait de la production de films, de la distribution de films en salle et de l'édition de livres depuis 2006. Et en fait, parmi les 250 livres qu'on a publiés en 15 ans, on a plutôt privilégié des livres de texte. On vient plutôt de la critique, on a privilégié plutôt l'écrit. Mais en s'interdisant jamais de faire des pas de côté, de faire autre chose. On a publié des livres de théorie, la pensée de réalisateurs, des livres d'entretien, des mémoires d'acteurs, de réalisateurs. Ça va de Buster Keaton à Kirk Douglas, par exemple, ou Légende de Groland, Caravane et de l'Épine plus récemment. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a reçu un mail de Laurence Doumic qui proposait de publier un livre des photographies de son père. Je vous propose de voir le petit extrait qu'on a préparé, qui est un extrait de son film, puisqu'on y reviendra, elle a réalisé également un film sur son père, et on se retrouve tout de suite après. Moi, je peux vous dire, je m'en suis servi pour faire un livre des écrits de Godard. On ne savait pas de qui elle était, la photo. Non, mais c'est une magnifique photo. Elle est évidemment signée par quelqu'un.
des négatifs soigneusement rangés dans leur papier cristal, me saisit et me ramène 50 ans en arrière. J'ai retrouvé le photographe. On savait qu'il faisait des photos de cinéma. Il nous en a jamais montré. Et d'ailleurs, dans son atelier, il laissait pas les photos. Je suis documentariste. Mais je me rappelle de cette photo. J'étais un très bon photographe, en fait. Celle-ci, je la connais. Et alors, je voulais te montrer cette photo de Françoise d'Orléac. Il l'a emmené sur un bateau. Alors, je me demandais si c'était pas celui qu'il avait construit chez toi. Ça, c'est possible. Alors là, vous commencez à me faire pleurer. Parce que c'est mon maître et mon mentor, Melville. C'est fou ce que je ressens de la Claude Lelouch, là. Il a fait partie des rares personnes qui sont venues sur le tournage d'Un homme et une femme. Je me souviens de son visage. Voilà ce petit extrait du film que vous avez réalisé, Laurence Doumic-Roux, et c'est un documentaire évidemment audiovisuel. Là, vous avez écrit sur les photos de votre père, c'est ça? Oui. Quel était le projet? En fait, après la disparition de mon père, je me suis dit que c'était impensable de ne pas faire quelque chose sur ces photos qui finalement... Beaucoup avaient été diffusées dans le monde, mais d'autres étaient restées inédites. Il y avait l'histoire de la photo de Godard, qui est évidemment la photo la plus iconique de Godard, qu'on a pu voir effectivement beaucoup ces derniers temps suite à sa disparition. Et en fait, après sa disparition, je me suis dit que ce que je pouvais faire de mieux pour faire connaître mon père, pour le remettre en lumière, c'était de faire un film. Parce que je suis documentariste et c'est ce qui me paraissait le plus simple à faire. Donc ça a été le premier geste en fait que j'ai fait pour lui, vraiment. Et le film a amené effectivement d'autres choses, des expositions et puis ce projet de livre avec Capricci. Et du coup, les textes que vous apportez dedans, quels sont-ils? Ils sont personnels, ils présentent? Alors, bien entendu, oui, je pense que c'était aussi le choix des éditions Capricci, c'était de pouvoir écrire un texte évidemment très personnel, puisqu'en fait j'ai été un peu, j'ai envie de dire, le seul témoin du travail de mon père dans le domaine du cinéma, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas en fait cet aspect de son travail. Il a été photographe toute sa vie, hein, mais cette parenthèse cinématographique, peu la connaissent. Et finalement, c'est moi et ma mère n'étant plus là, je témoigne, qui était un peu le témoin de cette parenthèse cinématographique, dans la mesure où il avait un laboratoire et par exemple je descendais souvent le voir, même petite, et je voyais ces magnifiques visages en fait du cinéma qu'il a réalisé dès l'âge de 6 ans, sans savoir au départ à qui étaient ces visages. Et puis petit à petit, j'ai découvert que c'était des visages d'artistes très connus, et puis il s'est mis à me raconter en fait ces histoires avec les artistes, ces relations avec eux, questions qu'on lui a posées, enfin que j'ai dû lui reposer toute ma vie, que ses petits-enfants lui ont reposé, mais il adorait même répéter en fait ces histoires incroyables. Et alors justement, Camille, il y avait une question d'un participant, enfin d'un webinaute sur les liens entre l'innovation éditoriale et la fabrication justement, et vous avez reçu ce livre. À la base, c'est un mail, c'est ça, de Laurence? Comment ça s'est... Oui, absolument. Ce processus. C'est une proposition d'éditer ces photos. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de propositions différentes. On y répond très rarement. Enfin, je veux dire, on les édite très rarement parce que c'est difficile de trouver les livres qui nous correspondent. Ce n'est pas des questions de qualité, mais voilà, vraiment l'axe qui est avec nous. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais fait de livre de photos, on a plutôt un rapport à l'image, on essaie de ne pas être dans l'illustration, donc de ne pas avoir simplement une image qui va montrer une scène dont on parle, et parfois l'écriture a aussi plaisir à prendre le pas, à raconter les choses par l'écrit, c'est aussi bien parfois qu'en montrer les images.
Mais là, évidemment, en regardant les photos, la force des photos était si évidente qu'il nous a semblé inévitable de le faire, et on s'est lancé là-dedans, donc en pensant voilà, comment on fait un livre de photos, comment on les organise, qui mettre à côté de qui, quelle sélection effectuer, qu'est-ce qu'on fait des gens. Parce qu'évidemment, il y a un petit peu 3 scènes, je dirais, sur les gens photographiés, puisqu'on est au début des années 60. Il y a les acteurs, surtout des actrices et des acteurs, un peu de réalisateurs, des techniciens. On a la scène classique, les gens du cinéma classique pré-guerre, disons. Il y a Marcel Carné, on a Michel Simon, d'autres plus établis, je pense à Louis de Funès, des gens comme ça. Il y a la jeune garde du cinéma, évidemment. On a parlé de Godard, mais il y a Delon, il y a Belmondo, d'Orléac et sa sœur Catherine Deneuve. Voilà, des gens qui sont devenus des stars, certains sont à l'époque, mais d'autres pas encore. Et puis, une troisième partie de gens qui sont complètement inconnus, et beaucoup notamment d'actrices, puisqu'on fait la promotion du cinéma français à l'époque, des gens qu'on ne revoit pas ailleurs. Donc on a passé beaucoup de temps à regarder qui étaient ces personnes, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme film, certains très peu de films, d'autres plein, mais alors en second rôle ou tierce rôle. Et donc il y a des choix qui se font entre ces types de figures, et puis aussi évidemment les thématiques chères à Philippe Doumic. Et bon, il y a cette force des regards, on a l'impression qu'il connaît chacun de ces sujets depuis des années. Et ça, c'est voilà, le propre du photographe, et vraiment, c'est un portraitiste, donc il va vraiment chercher dans le visage et dans l'œil les choses qui se passent. Et il y a les thématiques qui reviennent, il y a la nature, les arbres, les animaux. Il est capable de mettre en situation des gens pour leur donner confiance. On ne voit plus ça aujourd'hui. Les images de promotion des acteurs, c'est sur des films, c'est lié à des choses. Là, on est vraiment hors promotion, on est vraiment avec eux dans une intimité, et c'est ça qu'on a essayé de faire pour les mettre en avant. L'un de vos clichés préférés de cet ouvrage, c'est lequel, Laurence Doumic? C'est difficile, hein, il y en a beaucoup, mais je dirais que j'aime beaucoup, c'est plutôt ceux où je retrouve le plus mon père. On le retrouve dans toutes les images. Mais par exemple, les photos de Françoise d'Orléac sur un bateau, il y a une très très belle image. J'aurais bien voulu vous la montrer, mais elle est sur ce bateau, et elle a dans son regard à la fois... on sent qu'il y a une étincelle, et en même temps il y a beaucoup de mélancolie, donc c'est des photos qui me touchent beaucoup et qui, je pense, mon père a aimé beaucoup faire ces photos d'elle. À retrouver dans ce très bel ouvrage qui raconte vraiment une histoire du cinéma, l'œil du cinéma de Philippe Doumic. Tiens, une petite question aussi d'un webinaute sur le droit à l'image. Comment ça se passe? Évidemment, quand on parle de beaux livres, on parle énormément d'illustrations, de photos. Comment ça se passe, Camille Paulas? Alors, ça dépend de... Oui, il n'y a pas vraiment de manière générale. Dans ce cas précis, comme c'est vraiment un livre dont le cœur principal est l'image, on a 200 images et la préface de Laurence. Là, on a un ayant droit qui est Laurence Doumic, fille du photographe. Dans de nombreux cas, on fait appel à différentes personnes, ça peut être des collectionneurs, des agences qui représentent des droits. Voilà. Et selon les types d'images, les cas sont différents, entre des images de films, des images de photos de tournage. Très bien, merci. Ouais, on le voit, il y a derrière la fabrication évidemment de ces beaux livres, c'est énormément de métiers et énormément de travail qui se fait. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation de ce très bel ouvrage qui sort très bientôt. Il vient de sortir. Il est sorti. Il vient de sortir. Bravo, félicitations. Après avoir voyagé dans le temps dans le cinéma français, on va voyager encore plus loin avec vous, Emmanuel Valois. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Aux éditions Duchesne, vous vous êtes plongé dans les archives photos de la NASA pour sortir ce magnifique ouvrage sur les missions Apollo. Il est intitulé Apollo Remastered. Pardonnez-moi mon accent. C'est signé Andy Sanders et ça paraît après-demain, le 12 octobre. C'est un portfolio de plus de 400 pages commenté des 17 missions sur la Lune de la NASA, c'est ça? Exactement. Alors en fait, il y a beaucoup d'ouvrages sur Apollo qui ont existé par le passé, et celui-ci, en fait, c'est le premier qui est une véritable encyclopédie, et en même temps je dirais une très grande exclusivité et une originalité des photographies qui sont présentées à l'intérieur, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que les photographies de la NASA, en fait, qui ont été diffusées au cours des missions,
Elles ont été conservées dans un réfrigérateur depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 70. Et en fait, elles ne sont jamais sorties des réfrigérateurs, donc c'est toujours les mêmes négatifs et numérisation qui traînent et qui ont été publiés. Et pour la première fois, en fait, Andy Sanders, qui est donc photographe et qui est aussi retoucheur, en fait, est allé chercher ces négatifs et ces inversibles dans les réfrigérateurs, les congélateurs de la NASA. Il les a tous numérisés et il a numérisé également tous les films 16 mm qui avaient été faits à l'époque pour recomposer des images intégrales. Et c'est un travail absolument titanesque qu'il a entrepris. Et en fait, il a de fait sorti toutes ces images. Il y en a pas loin de 400, effectivement, comme vous avez dit, et qui sont en fait complètement inédites, qui n'ont jamais été diffusées au grand public, parce que certaines étaient complètement sous-exposées ou surexposées, on ne voyait rien du tout. Et grâce à la technologie contemporaine, on est arrivé à refaire des choses vraiment extraordinaires et à les sortir dans cet ouvrage. Ouvrage qui d'ailleurs est imprimé avec une technologie particulière pour rendre vraiment le piqué de l'espace et des photos. En Italie, je crois. En Italie, oui, absolument. Oui. Et justement, on a aussi une question d'un webinote sur la crise du papier. Ça doit jouer sur ce genre d'ouvrage. Clairement, oui. Quel est l'impact de l'augmentation des coûts des matières Alors, premières le papier a pris plus de 30% en 2022. C'est complètement inhabituel et c'était jamais arrivé auparavant. Alors il y a deux choses, il y a l'augmentation des coûts du papier et puis en plus il y a la pénurie de papier, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous, les éditions du Chêne, on a fait le choix de ne pas dégrader la qualité de nos livres et ne pas d'enlever les pages, mais au contraire de monter les prix de vente d'environ 15% actuellement. Sur du beau livre, je trouve que de toute façon, c'est pas excessivement cher, puisque de toute façon, les livres ne sont pas un produit culturel excessivement cher d'une part, et puis par rapport à l'électronique, par exemple, qui coûte beaucoup plus cher. Donc finalement, ça reste assez convenable, et s'offrir un ouvrage entre 30 et 90 €, finalement, pour un ouvrage qui reste toute la vie, c'est pas si cher que ça, et pour des ouvrages exceptionnels, ça a du sens. Donc, d'autant qu'en fait, si on regarde par le passé, finalement, les livres n'ont jamais vraiment augmenté en fait, depuis les 20-30 dernières années. Et finalement, je pense que c'est pas si grave que ça. Sur cette catégorie. Mais voilà. Surtout, et c'est pas fini, ça peut se poursuivre l'augmentation des prix. Ah, c'est sûr qu'il y aura d'autres augmentations à venir. On s'y prépare et on verra bien comment ça va se passer, mais on ne pourra pas faire l'économie de s'étrangler et de garder les prix d'aujourd'hui. C'est sûr. Merci beaucoup pour ce pas de côté qui nous avait été demandé par un des webinotes. Allez, on revient sur Terre à présent avec un ouvrage exceptionnel. Ça s'appelle « Un brise-glace sous les tropiques » de Nicolas Vial. Ça sort le 23 novembre. On va revenir sur Nicolas Vial, évidemment, mais déjà le titre, il interpelle. Un brise-glace sous les tropiques. En fait, c'est l'Astrolabe qui d'habitude fait la navette entre l'Australie et la Terre Adélie. Oui, dans l'Arctique, je crois, c'est ça. Dans l'Antarctique. L'Antarctique, pardon. Notamment vers les Kerguelen. Exactement. Et en fait, c'est un livre qui est arrivé vraiment au cours d'une discussion avec Nicolas, où il devait faire cette mission. Enfin, il n'était pas sûr de faire la mission, il se posait des questions, il voulait y aller, il ne savait pas. Et je l'ai convaincu d'y aller en me disant, mais vas-y et fais un carnet de voyage. Ça n'a pas été fait et c'est vraiment des moments absolument exceptionnels. Et donc, vas-y, lance-toi. Et il m'a rappelé quelques jours plus tard, juste avant la mission, en me disant, Emmanuel, en fait, la mission a changé, c'est plus dans les Kerguelen, c'est dans les îles éparses du côté de Madagascar. Et j'ai dit, bah, c'est parfait, appelons-le un brise-glace sous les tropiques. Et en fait, il est parti là-bas, via la Réunion, et il a peint sur des grands carnets pendant toute la mission. Et alors, il a été suivi par Le Monde.fr qui a pitché ces différentes étapes. Et lui-même, il a publié ses planches sur Instagram. Et en fait, on vient de terminer le livre là à l'instant. Donc, c'est un livre qui est entièrement fait à la main. Il a fait tous ses textes à la main. Il a tout est vraiment fait de façon très artisanale.
Et on a eu la grande chance d'avoir Sylvain Tesson qui nous a fait la une préface. Voilà, donc c'est vraiment un très très joli cadeau. C'est extraordinaire, oui. On voyage sans en avoir la gastro. On surnomme Gastrolab quand il est au-delà des 50e et 40e rugissants. On remonte un petit peu au nord avec ce troisième ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. La Norvège, petit atlas hédoniste. C'est de Brice Portolano, c'est paru le 27 septembre. Oui. Alors, cela s'inscrit dans une série qui cartonne. Oui. L'idée, c'est vraiment un guide de voyage exceptionnel, montrer ce qu'un touriste non averti ne pourrait voir. Vous avez déjà fait Tokyo, la Corse, l'Islande, et donc voilà, la Norvège. Alors en fait, comme vous le disiez, ça fait partie d'une collection, enfin d'une série qui s'appelle Petit Atlas hédoniste, qu'on a sorti fin 2019, pardon. Et donc c'est une collection qui a beaucoup de succès. Alors en France d'une part, et puis à l'étranger, on a vendu beaucoup de droits internationaux, notamment aux États-Unis et en Italie et en Allemagne. Et on a choisi vraiment des destinations qui sont des destinations un peu exceptionnelles, qui ne sont pas celles de tous les jours, avec un vrai angle sur la photographie. Donc on a toujours choisi nos auteurs via un photographe ou en tout cas avec une vision vraiment particulière du pays. Et là, c'est la Norvège qu'on a fait donc avec Brice Portolano, qui est reporter photographe et qui a fait vraiment un périple depuis le sud de la Norvège jusqu'au plein nord, jusqu'au Svalbard, où on est obligé de partir avec un fusil pour se protéger des ours polaires, je crois. Et donc il faut y aller avec un petit avion, etc. Donc c'est vraiment des destinations assez incroyables. Et puis avec des photos de choses qu'on ne voit jamais auparavant, parce que c'est vraiment très exceptionnel et pas offert à tout le monde. Donc c'est vraiment un ouvrage pour rêver si on a envie d'y aller, et puis qu'on en garde en souvenir si on a fait le voyage un jour. Mais en tout cas, c'est vraiment des ouvrages qui se regardent avec grand plaisir. Oui, et c'était 18 mois de travail, hein, c'est ça? Oui, c'est à peu près ce qu'on donne à un auteur photographe pour faire ce genre d'ouvrage. C'est à peu près entre 18 et 24 mois. C'est assez long, mais ça vaut vraiment le coup. On n'a pas triché, en tout cas, sur les saisons. La Norvège, petit atlas hédoniste de Brice Portolano, et c'est paru le 27 septembre Absolument. Aux éditions Duchesne. Merci Emmanuel Valois. On va revenir dans notre très belle et chère France avec vous, Antoine Grund. Les éditions du patrimoine, on le rappelle, c'est une maison d'édition publique, hein. Absolument. C'est la maison d'édition donc du Centre des Monuments Nationaux, un des opérateurs du ministère de la Culture, à qui est confié un ensemble de monuments et de sites à travers la France, une centaine à peu près. Il y en a de très connus et de très fréquentés, comme l'Arc de Triomphe ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et puis de plus confidentiels, des grottes ornées préhistoriques, des petits châteaux en Auvergne, voilà. Et donc, vous présentez, non seulement vous avez déjà un fonds de catalogue richissime, et en plus vous faites des catalogues, et notamment ce catalogue de l'art subjectif ou la face cachée du monde. C'est sous la direction de Jérôme Delaplanche, c'est paru en juin dernier. Et alors derrière ce titre, eh bien, il y a une vraie belle histoire de donation d'un couple de collectionneurs donc, qui a légué une abbaye dans le pays de Rouergue, près de Montauban, c'est ça, et qui est maintenant entièrement dédiée à l'art contemporain. Voilà, qui est ouverte au public, cette abbaye. Donc l'histoire de ce couple, c'est Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache qui se sont connus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui étaient tous deux passionnés d'art. Et qui ont très vite collectionné des artistes de leur temps. Et puis, ils ont un jour acheté, dans les années 50, une abbaye qui menaçait ruine, une abbaye, donc l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, au nord-est de Montauban, une abbaye cistercienne d'architecture très, très austère, on pourrait dire presque abstraite, et donc qui
pour eux, entrer en résonance un peu avec la collection qu'ils avaient commencé à constituer. Et ils ont décidé de faire de cette abbaye à la fois leur résidence de villégiature et surtout un centre d'art contemporain, qui a été le premier véritable centre d'art contemporain en région Occitanie. Ouais. Voilà, et puis ils ont développé cette collection qui compte de très grands noms comme Dubuffet, Entaille, Michaud, De Gotex, et puis d'autres un peu plus confidentiels. Ils ont aussi beaucoup exploré les productions des artistes de la région. Et puis très vite, ils ont fait le choix de poursuivre leur action après leur disparition en prévoyant donc ce legs à l'État via le Centre des Monuments Nationaux. Donc à la fois de l'abbaye, donc du monument lui-même, et de l'ensemble de leur collection. Et donc il y a quelques mois maintenant, donc fin juin, après 1 an et demi, 2 ans de travaux très importants, la collection a ouvert au public dans l'abbaye. Et c'est une expérience assez formidable. Le catalogue, c'est une collection, c'est une exposition sur l'art subjectif. C'est un groupe qu'on appelle la deuxième école de Paris. Voilà, c'est le qualificatif qu'on lui a donné, la seconde école de Paris, qui, bon, du coup, faisait référence à la fois à une époque et à une géographie, mais qui finalement rassemble des artistes d'inspiration assez diverses. Le trait commun principal, c'est l'abstraction, et on parle aussi un peu d'abstraction lyrique, alors qui n'est pas exactement celle qui était explorée aux États-Unis à la même époque, et qui sans doute a connu moins de fortune critique et publique. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de parangon du livre d'art. Ce livre, c'est une collection de peintures, donc évidemment on a pris un très grand soin, notamment au travail de photogravure et d'impression, pour être aussi juste que possible sur la représentation des œuvres. L'art subjectif ou la face cachée du monde, sous la direction de Jérôme Delaplanche, paru en juin dernier aux éditions du Patrimoine. Il aurait été évidemment peu concevable de ne pas avoir un beau livre à présenter sur Proust, en cette année du centenaire, évidemment. Et parmi toutes les œuvres qui sortent, vous rééditez aux éditions du Patrimoine Le Monde de Proust, vu par Paul Nadar. Ouais. C'est un ouvrage d'Anne-Marie Bernard, c'est sorti en septembre. Donc, je l'ai dit, c'est une réédition dans un nouveau format et un nouveau façonnage et un nouveau tarif. Absolument. Donc, la première édition est parue au début des années 2000, je crois, donc c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, mais en format relié. Et puis donc là, on ressort ce livre au format broché, à un prix qui est beaucoup plus accessible, à un peu moins de 20 €. Et donc c'est tout à fait fascinant. Donc je disais, la mission des éditions du Patrimoine, c'est de faire connaître les monuments et les collections qui appartiennent à l'État. Et là, on parle de la collection photographique de Paul Nadar, donc le fils de Félix Tournachon, qui a repris l'atelier de son père et qui, donc, au tournant du 19e et du 20e siècle, a photographié la plupart des célébrités de son époque, et notamment la famille de Marcel Proust et son entourage, et puis un tas de personnages plutôt de la haute société, de l'aristocratie et de la bourgeoisie de l'époque, qui ont énormément servi d'inspiration à Proust dans la recherche. Donc il y a une sorte de galerie de portraits qui fait écho au bal des têtes du temps retrouvé, et où on se plaît à faire la comparaison entre les personnages de la recherche et ces personnes qui ont réellement existé. Le Monde de Proust, vu par Paul Nadar d'Anne-Marie Bernard, sorti en septembre, réédité en septembre aux éditions du Patrimoine. Alors là, c'est le très beau catalogue de l'exposition qui va s'ouvrir très prochainement à l'hôtel de la Marine sur la place de la Concorde à Paris, me semble-t-il, sur les tableaux de la Renaissance italienne du
palais vénitien Cadoro. Ça s'appelle Cadoro, chef-d'œuvre de la Renaissance à Venise. C'est sous la direction de Philippe Malguir et c'est à paraître le 1er novembre. Et ça aussi, c'est une série que vous avez lancée très récemment en relation avec les expositions temporaires de l'Hôtel de la Marine, c'est ça? Absolument. Alors à l'Hôtel de la Marine, donc, qui est un des monuments gérés par le CMN, le dernier, j'allais dire le dernier ouvert en date, mais non, il y a eu l'abbaye de Polluant-Rouergue cet été. Ce monument abrite une galerie d'exposition dans laquelle la collection Altani montre les plus belles pièces de ces trésors et organise 2 fois par an une exposition temporaire. Donc on a initié une collection de catalogues d'exposition pour accompagner cette programmation. Au printemps dernier, on a publié le catalogue de l'exposition Gulbenkian et donc cet automne arrive l'exposition consacrée aux collections de la Cadoro. Donc palais vénitien très connu, dont la façade est très connue puisque c'est une des plus belles qu'on découvre depuis le Vaporetto quand on prend le Grand Canal, mais dont la collection n'est pas forcément la plus connue. C'est un lieu qui est un peu difficile d'accès, mais qui comporte des chefs-d'œuvre incroyables. Et un certain nombre de ces chefs-d'œuvre vont faire le voyage jusqu'à Paris cet automne, ouais. Au premier rang desquels une œuvre plus que célèbre, qui est le grand Saint-Sébastien de Mantegna, qui n'a jamais quitté la Cadoro, et donc c'est une grande première. Voilà. Et donc là, ça c'est le catalogue de l'exposition qui va ouvrir après la Toussaint. L'exposition ouvre vers la fin novembre. Fin novembre. Vers la fin novembre, le livre sera en librairie un petit peu avant pour servir d'apéritif, de teasing. Alors justement, on a une question d'Ariane, peut-être que vous pouvez y répondre et n'hésitez pas vous aussi à y répondre. C'est sur le partenariat. Quelle est la part du mécénat de manière générale dans l'édition des beaux livres? Je vous la pose à vous, Antoine, mais on peut lancer un petit débat. On parlait tout à l'heure des coûts de fabrication. Je pense que le beau livre, le livre d'art, c'est un des secteurs éditoriaux dont les coûts de revient sont les plus élevés, et à chaque nouveau projet, il y a un vrai défi pour faire le plus bel objet, donc techniquement le plus réussi. Et puis très souvent, donc il y a des questions de droit à l'image, on en parlait aussi tout à l'heure, de droit iconographique à régler. Tout ça fait qu'à chaque projet, il y a un montage spécifique, il y a des partenaires et des mécènes. Alors parfois on les appelle partenaires, parfois c'est des mécènes. Ici, en l'occurrence, sur le catalogue Cadoro, donc on a un mécène, puisque la collection Altani est un mécène de l'Hôtel de la Marine, et c'est aussi un locataire, si j'ose dire, de l'Hôtel de la Marine. Et c'est grâce aux moyens de ce mécène qu'on peut éditer de façon aussi régulière des catalogues. Et par moment, il y a des partenariats institutionnels. Alors, nous sommes bien placés pour le savoir. Le fait d'avoir accès au catalogue de la médiathèque du patrimoine et de l'architecture, pardon, la médiathèque du patrimoine et de la photographie, ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps, c'est évidemment... voilà, c'est ce qui constitue l'écosystème du beau livre ou du livre d'art. On va finir la présentation avec vous, puis après on pourra revenir sur les échanges. On a reçu quelques questions de l'audience, on va voir ça. Mais d'abord, présentez-nous, c'est hyper sympa, c'est hyper ingénieux. Ça s'appelle Archie et Basile. Il y a 2 titres à paraître en octobre. Chantier en cours et Permis de construire. C'est écrit par Sophie Bordet-Pétillon et illustré par Rémi Saillard. Et alors le but, c'est vraiment d'inciter les enfants à regarder l'architecture. Oui, alors je me suis permis ce petit pas de côté parce qu'on est vraiment clairement complètement hors du sujet, hein. J'en ai bien conscience. Mais c'est assez nouveau pour nous et c'est assez inhabituel de faire de la jeunesse. Donc là, on parle de documentaire ou de livre-jeu pour la jeunesse à partir de 7 ans, consacré à l'architecture. Alors l'architecture, en revanche, on en fait beaucoup toute l'année, plutôt au format beau livre ou guide. Et cette fois-ci, on le fait pour la jeunesse. C'est une demande du ministère de la Culture avec qui on travaille beaucoup et qui nous a dit « mais
il ne faut pas parler d'architecture que à des savants ou à des experts, mais aussi aux jeunes générations. Et il faut faire en sorte que les écoles d'architecture soient remplies demain d'étudiants. Et donc voilà, on a abordé le sujet sous forme de petites questions, d'activités. Et ça y participe. Il y a 2 tomes d'un coup et puis il y a, c'est ça, un 3e. Voilà, il y a 2 titres qui sortent là cet automne pour marquer le démarrage de la collection. Il y aura un 3e titre au printemps 2023. Et puis ensuite, on espère un 4, 5, 6, et ça s'arrêtera plus. Le sujet est inépuisable. Voilà, on a passé en revue ces 14 ouvrages. On a eu quelques questions. J'aimerais vous en poser une, Emmanuel Valois. Le Valois, pardon. Le beau livre, c'est forcément pour la fin de l'année? On en parlait tout à l'heure. En fait, idéalement non, parce que ça nous permettrait d'avoir des années plus confortables. Après, moi je pense qu'on peut toujours faire des beaux livres un peu quand on veut, à partir du moment où il y a un événement qui tombe bien et que le livre arrive à point nommé. Quand on voit ce qui se passe dans le domaine de la mode et des sorties des montres par exemple, quand les gens font la queue pendant des nuits entières pour avoir l'objet qu'il faut, donc pourquoi pas les livres à Pâques ou en janvier, ça me semble pas impossible. Donc en tout cas, moi je milite vraiment pour avoir des livres toute l'année. Et a priori, je pense que ça vaut le coup, je pense. Et alors, on a une question d'Aurélie qui demande, alors, c'est devenu rare de voir des livres grands et volumineux. Est-ce un retour par rapport au plus petit format paru dernièrement? Alors oui et non, parce qu'en fait on fait plutôt des grands formats et le titre Apollo dont je parlais tout à l'heure, il fait quasiment il fait un bon 40 cm carré, donc je pense qu'il est assez grand, 40 par 40 je crois. Donc non, je pense qu'il y a un peu tous les formats et on n'a jamais réduit vraiment la taille de nos livres. Oui, je crois pas. J'ai pas vu de retour en arrière. En tout cas, nous, on a des énormes masses sur la musique. On a aussi des très grands formats. Absolument, donc, c'est selon, en fait, c'est plus au sujet et ce que le sujet demande. Mais justement, c'était aussi une question finalement. La définition, elle n'est pas simple. La définition de beau livre. Qu'est-ce qu'un beau livre, selon les éditeurs? Alors, c'est en fait le beau livre. On peut y mettre tout, en fait, tous les sujets, en tout cas, peuvent donner lieu à un beau livre. C'est surtout, justement, on vient d'en parler, un format, un assez grand format, et surtout quelque chose de très illustré, et quelque chose qui fasse vraiment un bel objet. Emmanuel en parlait tout à l'heure, avec une fabrication toujours un peu spéciale. On essaie de faire quelque chose de très beau et qu'on a envie d'avoir aussi, pour lequel on a parfois aussi, on espère, envie de faire la queue pour acheter ce dernier bel objet livre. Absolument, oui. Les beaux livres, voilà, des éditions Duchesne, du Patrimoine, Capricci ou encore EPA. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire qui sera disponible évidemment en replay sur le site livrehebdo.fr. À très bientôt, très belle semaine à vous.